On va terminer là le chapitre 13. Mais non, Diogo, on va pas t'envoyer en seconde, t'inquiète pas. Non, non, mais je pense très franchement que voilà, ça va être très payant d'avoir été sérieux, d'avoir progressé aussi. Ils ont dit, hein, l'assiduité, les progrès constatés, le sérieux de l'élève, c'est des choses qui vont rentrer en ligne de compte. Donc quelqu'un qui a 9 de moyenne pendant l'année, qui a été sérieux, qui a progressé, pour moi, ça n'a pas de sens de l'envoyer au bac, de l'envoyer au rattrapage, je veux dire. Donc on va s'arranger pour qu'il ait le bac, hein, en commission. Après voilà, on verra, mais c'est clairement l'esprit, à mon avis, de ce qui va se passer, hein. Mais il faut continuer à être sérieux, à venir en cours et à suivre jusqu'au 4 juillet. Allez, on y va. Donc, on termine notre chapitre 13. Hier, on a défini l'intégrale d'une fonction de signe quelconque comme étant égale à grand F de B moins grand F de A, où grand F, c'est une primitive de petit f sur l'intervalle AB. Et on a donné les premières propriétés, à savoir la linéarité de l'intégrale et la positivité et la croissance, qu'on a utilisé en fin de séance pour étudier les variations d'une suite. Alors, dernière grande propriété de l'intégrale, ce qu'on appelle la relation de Chasles. Donc, une relation de Chasles, vous en connaissez une sur les vecteurs. Vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC. Vous en connaissez une sur les angles orientés. Vecteur UV plus vecteur VW, angle UV plus angle VW égale angle UW. Et il y en a aussi une sur les intégrales. Bon, de manière générale, une relation de Chasles, c'est toute relation où on fait la somme de deux objets qui ont quelque chose en commun pour finalement obtenir ce même objet sans ce truc en commun. Quand vous avez vecteur AB plus vecteur BC, ça donne vecteur AC. Le point B, il a disparu. Bon, ben là, c'est la même idée pour les intégrales. Si vous avez une fonction f continue sur un intervalle quelconque, AB et C, trois réels qui appartiennent à l'intervalle, alors l'intégrale de A à C de la fonction f plus l'intégrale de C à B est égale à l'intégrale de A à B. Bon, alors par contre, ce qui est très important, c'est que la borne ici qui est commune, elle soit ici et là. Hein. D'accord? Ça doit être la borne supérieure ici et la borne inférieure ici. Et donc, à partir de ces deux intégrales de la même fonction f, on va en faire une seule intégrale de a à b, où on retrouve ici a qui va être la borne inférieure de la première intégrale, et ici b qui va être la borne supérieure de la deuxième intégrale. Alors, pour démontrer ça, c'est pas très compliqué. On prend une primitive grand F de petit f sur l'intervalle i. Alors, par définition, l'intégrale de A à C, c'est grand F de C moins grand F de A. L'intégrale de C à B, c'est grand F de B moins grand F de C. Et on voit que les F de C s'annulent, puisqu'on a F de C moins F de C. Du coup, c'est égal à f de b moins f de a, mais f de b moins f de a, par définition, c'est l'intégrale de a à b de petit f. Donc ça démontre bien la relation de Chasles que j'avais énoncée plus haut. Alors, une interprétation graphique. Donc, ça c'est la question que m'a posée Martial hier. Ici, A, B et C, ils sont quelconques. J'ai pas forcément C qui est entre A et B. Hein. C, il peut être plus grand, plus petit que A, il peut être plus grand que A et que B. Enfin, A, B et C, ils sont absolument comme vous voulez. Il n'y a aucune hypothèse. Et pareil, F, la seule hypothèse, c'est qu'elle doit être continue. Alors maintenant, si je suppose en plus que C se situe entre A et B, et que la fonction f est positive, je peux interpréter cette relation de Chasles. Dans ce cas-là, la relation de Chasles, ça n'est rien d'autre que l'additivité des aires. C'est-à-dire, si je regarde, donc j'ai une fonction positive et continue sur un intervalle AB, je prends C ici qui est entre A et B dans ce cas particulier. Qu'est-ce que c'est que l'intégrale de A à B? L'intégrale de A à B, c'est l'aire de la surface D1 plus l'aire de la surface D2, puisque c'est l'aire sous la courbe, donc c'est la somme de ces deux aires.
Mais par définition, chacune de ces deux aires est égale à l'intégrale de A à C pour la première et l'intégrale de C à B pour la seconde. Donc ça, c'est vrai, cette interprétation, mais seulement si je suppose que C est entre A et B. La relation de Chasles, elle est vraie tout le temps. Alors, première conséquence, premier corollaire de cette relation de Chasles, c'est que l'intégrale de B à A d'une fonction f est égale à moins l'intégrale de A à B. Donc, au tout début du chapitre, vendredi dernier, quand on a introduit l'intégrale d'une fonction continue et positive, on avait imposé que A soit plus petit que B. Mais dans la définition qu'on a vue hier, pour une fonction de signe quelconque, je vous ai dit A et B ne sont pas forcément dans l'ordre A plus petit que B. Dans la définition générale, définition 15, A et B peuvent être comme on veut. Et donc, ici, on a une relation qui nous est donnée entre l'intégrale de B à A et l'intégrale de A à B. En fait, ces deux intégrales sont opposées. Et ça, on peut le voir comme une conséquence de la relation de Chasles, parce que d'après la relation de Chasles, on sait que l'intégrale de A à B plus l'intégrale de B à A, comme ici j'ai le même nombre, B, je peux en faire une seule intégrale, l'intégrale de A à A, et l'intégrale de A à A, ça fait 0. Donc j'en déduis que ces deux nombres, leur somme est nulle, donc ça veut dire que ces deux nombres sont opposés. Intégrale de A à B égale moins intégrale de B à A. Deuxième conséquence de la relation de Chasles, je prends une fonction f qui est continue sur un intervalle moins a plus a. Donc là, attention, je ne prends pas n'importe quel intervalle, je prends un intervalle qui est centré autour de 0, qui est symétrique par rapport à l'origine. Donc de la forme moins a plus a, par exemple, moins 5 plus 5, moins 1 plus 1, moins 10 plus 10, etc. Alors, dans ce cas, si ma fonction est paire, je peux dire que l'intégrale de moins a à a de f, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à a. Et si la fonction est impaire, alors l'intégrale de moins a à a est nulle. Alors, quel rapport entre ça et la relation de Chasles? Eh bien, l'idée, c'est que, pour l'instant, je ne suppose pas que f est pair ou impair, je prends un f quelconque, et je peux toujours écrire, d'après la relation de Chasles, que l'intégrale de moins a à a de f, c'est l'intégrale de moins a à 0 plus l'intégrale de 0 à a. Donc je découpe mon intégrale en deux intégrales par rapport à 0. Alors maintenant, ce que je vais regarder, c'est que je vais essayer de trouver une autre expression de cette intégrale-là, de moins a à 0 de f. Pour ça, je prends une primitive grand F de petit f sur l'intervalle AB, et par définition, l'intégrale de moins a à 0 de petit f, c'est grand F de 0 moins grand F de moins a. Ça, c'est la définition du cours. Et là, l'astuce, c'est d'aller regarder la fonction g qui à t associe f de moins t. Donc, où grand F, c'est la primitive que j'ai choisie de petit f. Alors, cette fonction grand g, elle est dérivable sur moins a, parce que c'est une composée de fonctions dérivables. C'est la fonction qui à t associe moins t, donc une fonction affine, que je compose par la fonction grand F. Donc cette fonction grand G est dérivable, et sa dérivée, donc c'est une forme f de at plus b, donc ça se dérive en a, c'est-à-dire moins 1, f' de at plus b, donc ça fait moins f' de moins t, mais par hypothèse, f' c'est petit f, puisque grand F est une primitive de petit f, donc la dérivée de g c'est moins f de moins t. Du coup, si je regarde juste cette intégrale, l'intégrale de moins a à 0, d'après ce que j'ai dit ici, c'est f de 0 moins f de moins a, mais g, c'est f de moins t. Donc ici, f de 0, en fait, je peux le remplacer par g de 0, puisque faire f de 0 ou f de moins 0, c'est la même chose. Et f de moins a, c'est g de a, puisque si ici je fais g de a, j'obtiens exactement f de moins a. Donc cette intégrale, c'est g de 0 moins g de a. Mais g de 0 moins g de a, puisque g c'est une primitive de moins f de moins t, c'est ce qu'on a montré ici, c'est par définition l'intégrale de a à 0 de moins f de moins t dt. Ça, j'utilise la définition, mais dans l'autre sens. Là, j'utilise ici la définition dans un sens, à l'aide de grand F. Après, je substitue grand F par grand G, et je m'aperçois que ça, je peux le voir comme une intégrale, l'intégrale de a à 0 de la dérivée de g. La dérivée de g, c'est moins f de moins t.
Maintenant, par linéarité de l'intégrale, le moins qui est devant ici, f, je peux le sortir de l'intégrale, donc je le mets devant. Et là, j'utilise la propriété qu'on vient d'énoncer, à savoir que moins intégrale de a à 0, c'est la même chose que l'intégrale de 0 à a. Donc du coup, j'ai prouvé que l'intégrale de moins a à 0 de petit f, c'est la même chose que l'intégrale de 0 à a de f de moins t. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle fonction continue sur moins a. Donc maintenant, ce que je vais regarder, c'est que se passe-t-il si je suppose que f est pair ou impair. Donc premier cas, si je suppose que f est pair. Si je suppose que f est pair, alors ça veut dire que j'ai f de moins t qui est égal à f de t. Donc du coup, si je remplace ici, là, le f de moins t qui est là, est égal à f de t. Donc ça veut dire que cette intégrale, l'intégrale de moins a à 0 de f, elle est égale à l'intégrale de 0 à a de f. Et ça, je vais venir le remplacer ici, là, dans ce que j'ai appelé étoile, dans cette égalité. Le nombre qui est ici, je le retrouve là. Et quand la fonction est paire, ce nombre, il est égal à l'intégrale de f, puisque moins t égale t. Donc du coup, je vais avoir ici l'intégrale de 0 à a de f, plus la même chose. Donc finalement, ça me fait 2 fois l'intégrale de 0 à a de f. Et à l'inverse, quand f est impair, je vais avoir f de moins t qui est égal à moins f de t. Donc ça va être égal à moins intégrale de 0 à a de f. Et donc là, je vais avoir deux nombres qui sont opposés l'un à l'autre. Dans le cas où f est impair, je vais avoir l'intégrale de moins a à 0 de f, oui, c'est ça. Donc ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à a de moins f, et c'est moins l'intégrale de 0 à a de f. Et donc si je réinjecte dans étoile, ça me fait moins l'intégrale de 0 à a de f plus l'intégrale de 0 à a de f, et ça fait donc 0. Donc là, j'obtiens un résultat pour f pair, et là, un résultat pour f impair. Alors, une remarque, ça m'aurait permis, si je l'avais su avant, ça m'aurait permis de donner directement les deux intégrales I1 et I3 qu'on avait calculées dans l'exemple 25. Parce que la fonction sinus, c'est une fonction qui est impaire, on l'a vu en cours, et j'intègre sur un intervalle de la forme moins a plus a, donc je sais que son intégrale va être nulle. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé. Et pareil, u puissance 5 moins 2u au cube plus 2u, toutes les puissances ici sont impaires, donc ça veut dire que cette fonction est impaire. J'intègre sur un intervalle qui est symétrique, moins 1 plus 1, donc cette intégrale est égale à 0. Bon, ce n'est pas un résultat fondamental, ce théorème, cette propriété. À la rigueur, même si vous ne la connaissez pas, vous pouvez, c'est pas très grave si vous l'avez oublié. Ça permet juste d'aller plus vite parfois ou de se rassurer sur des résultats qu'on a trouvés. Dans l'absolu, Adrien, l'intégrale de A à B, c'est pas l'intégrale de B à A, non? On a dit au début, je ne sais pas si tu étais là, que l'intégrale de B à A, c'était moins l'intégrale de A à B. C'est le corollaire 29. Intégrale de B à A, c'est moins intégrale de A à B. Donc les deux ne sont pas égaux. Mais ici, ce que j'ai l'intégrale de moins A à 0. Et tout ce qu'on fait, non, graphiquement, ce n'est pas une aire, parce que pour que ce soit une aire, il faut que A soit plus petit que B, et que la fonction soit positive. Or là, je travaille ni avec un A plus petit qu'un B, ni avec une fonction positive. Donc là, je ne peux absolument pas interpréter graphiquement mes intégrales. Hein. Interpréter les intégrales, on ne peut le faire que pour les fonctions positives, et avec un A plus petit qu'un B. Donc, là, il n'y a pas d'interprétation graphique. Bon, si ça vous passe un peu au-dessus de la tête, tout ça, c'est pas très grave, c'est pas forcément très important, et vous n'en aurez pas une grande utilité. Alors, ce qui est plus important, c'est la dernière définition du cours, la notion de valeur moyenne. Alors, là, vous avez la définition, mais avant de lire ça ensemble, cette définition, j'aimerais juste vous faire réfléchir une minute sur la notion de moyenne. Donc, par exemple, pour prendre un exemple que tout le monde connaît bien, si on prend la moyenne de différentes notes, par exemple, si dans mon trimestre, j'ai 3 notes avec le même coefficient, on ne va pas s'embêter à mettre des coefficients, hein, je prends le même coefficient pour mes 3 notes, et par exemple, disons que mes 3 notes, c'est,
je ne sais pas moi, 9, on va dire 9, 11 et 13 par exemple. Bon, pour faire simple, 9, 11 et 13. Donc 9, 11 et 13, ça me fait une moyenne de 11. Alors, bon, c'est un calcul, c'est facile à faire. On fait 9 plus 11 plus 13, ça fait 33. 33, on le divise par 3, ça fait 11. Très bien, c'est un calcul. Mais que représente ce calcul? Alors, une interprétation qu'on peut donner à la moyenne, c'est quelle aurait dû être la note que j'aurais dû avoir à chaque devoir pour que, si j'avais eu la même note à tous mes devoirs, j'ai obtenu le même total de points. C'est-à-dire que si j'ai 9, 11 et 13, ben, je n'ai pas eu tout le temps la même note. J'ai eu un total de 33 points. Maintenant, si j'avais voulu avoir le même total de points en ayant tout le temps la même note, il aurait fallu que j'ai 11 à mes 3 contrôles. 11 plus 11 plus 11, ça aurait aussi fait 33. Donc la moyenne, c'est une sorte de valeur qui est lissée, au sens où vous avez différentes notes qui varient. Vous les additionnez, vous divisez par le nombre total de notes, et ça vous fait une note uniforme, qui est en quelque sorte la note idéale qu'il aurait fallu avoir à tous les contrôles pour avoir le même total de points. Donc cette idée-là, vous allez exactement la retrouver dans la notion de valeur moyenne d'une fonction. La notion de valeur moyenne d'une fonction, c'est la même idée, l'idée de remplacer quelque chose qui varie par quelque chose qui est constant, qui ne bouge pas, et qui a une propriété commune. Alors là, dans l'exemple des notes, c'était la somme de tous les points qui était la même. Pour les fonctions, ça va être l'idée de l'intégrale qui est la même. Alors, la définition d'une valeur moyenne, donc j'ai une fonction f qui est continue sur un intervalle AB, et on va poser par définition le réel mu, donc ça c'est la lettre grecque mu, vous devez connaître je pense, on la rencontre dans l'abréviation du micron, ou les micromètres, donc c'est la lettre grecque mu, 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f. Bon, voilà, c'est une définition, on la pose comme ça, et on appelle ça la valeur moyenne de f sur AB. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la valeur moyenne de f sur AB? C'est ce que je vais vous expliquer. Toujours pareil, les explications, les interprétations, je les donne toujours dans le cas où la fonction est positive, parce que c'est le seul cas où je peux interpréter géométriquement mon intégrale. Pardon. Donc, si on revient à la définition, mu, c'est 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f. Donc, si je multiplie des deux côtés par b moins a, ça me fait que b moins a fois mu, c'est l'intégrale de a à b de f. Mais donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ben ça, c'est l'aire sous la courbe de f. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'aire d'un rectangle qui aurait pour base b moins a, c'est-à-dire l'écart entre les deux bornes a et b de l'intégrale, et qui aurait pour hauteur le nombre mu. Autrement dit, on peut voir ça aussi comme l'idée que mu, le nombre mu, c'est la constante, c'est le nombre réel constant, tel que l'intégrale de a à b de mu, ce soit l'intégrale de a à b de f. Donc, vous retrouvez cette idée que je veux créer un nombre qui, quand je l'intègre sur AB, me donne la même valeur que quand j'intègre ma fonction f qui, elle, peut varier. Donc vous voyez, c'est la même idée que la moyenne des notes. Hein. Vous avez des notes qui varient, et puis vous voulez trouver une note fixe, constante, qui donnerait le même total de points. Bon ben là, ce qui va remplacer les notes qui varient, c'est ma fonction, et ce qui va remplacer l'idée de faire le total des points, c'est de faire l'intégrale. Donc, ce nombre mu, c'est le nombre qu'il faut choisir pour que, quand j'intègre cette constante, ça me donne la même valeur que quand j'intègre la fonction f. D'un point de vue graphique, vous pouvez donc le voir comme, voilà une fonction f qui varie. Quelle doit être la hauteur du rectangle que je dois choisir pour que l'aire de ce rectangle soit la même que l'aire sous la courbe? Alors, de façon très imagée, vous pouvez imaginer ça comme étant, par exemple, le profil d'un terrain qui est très vallonné, et puis vous arrivez avec un bulldozer, et puis vous voulez aplatir tout ça, sans enlever de matière, hein, vous voulez garder toute la matière que vous avez, vous voulez faire un terrain plat, à partir de ce terrain vallonné, quelle va être la hauteur finale de mon terrain? Eh bien, ça va être la valeur moyenne de la fonction sur votre intervalle AB.
Donc, dans notre exemple, avec les notes, le mu, ça serait 11, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, la valeur moyenne, c'est ça. C'est l'idée de remplacer une fonction par une constante pour que l'intégrale de la fonction soit la même que l'intégrale de la constante. Alors, une interprétation qu'on peut donner, c'est une interprétation physique. Là, vous avez fait la mécanique en physique. Oui, donc vous avez vu les notions de vitesse, d'accélération et tout ça. Ok, très bien. Donc, alors moi, je vais me placer dans un cas très très simple, hein. On va considérer un point mobile qui se déplace sur une trajectoire rectiligne à partir d'un temps t égale 0, et on va appeler x de t l'abscisse de ce mobile en fonction du temps, et v de t la vitesse instantanée. Donc voilà la situation, j'ai un instant t égale 0, mon mobile est ici, puis il va se déplacer de façon rectiligne, à l'instant t, il est là, avec une certaine vitesse v de t, et il a parcouru une certaine distance x de t. Donc, la physique me dit que j'ai écrit exactement le contraire de ce qu'il faut écrire, pardon. Me dit que la dérivée de x, c'est la vitesse, donc c'est v pas prime, hein, c'est v tout court. Donc vous oubliez le prime, là. C'est v prime qui est égal à, c'est v, pardon, qui est égal à x prime de t. Hein, le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. En physique, vous écririez v égale dx sur dt. La vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. On est d'accord là-dessus? Ok. Donc, maintenant, imaginez que votre petit point mobile, ce soit vous dans une voiture, ou vous avec vos parents, dans une voiture, et vous faites un trajet. Et donc, la vitesse instantanée, c'est ce que vous regardez quand vous regardez le compteur de vitesse. À l'instant T, vous êtes à 80 km/h, à 85 km/h, à 130 km/h, etc. C'est la vitesse instantanée. Maintenant, si vous partez d'un point A, que vous allez à un point B, et que en 1 heure, vous avez parcouru 75 km, ça veut dire que votre vitesse moyenne, ça a été 75 km par heure. C'est le quotient de la distance totale parcourue par le temps que vous avez mis pour le parcourir. Donc, si je prends deux instants t1 et t2, avec t1 plus petit que t2, entre ces deux instants, la distance que j'ai parcourue, enfin que mon mobile a parcouru, c'est x de t2 moins x de t1, donc l'abscisse en t2 moins l'abscisse en t1, et la vitesse moyenne, c'est la distance parcourue sur le temps. En physique, on écrirait delta x sur delta t. Donc le quotient, la distance parcourue sur le temps. Ça, c'est la vitesse moyenne. Alors maintenant, si je regarde la valeur moyenne de la fonction vitesse, donc la vitesse, c'est une fonction du temps, et si je calcule sa valeur moyenne au sens que je viens de définir. Donc, le sens que je viens de définir, c'est mu égale 1 sur t2 moins t1, intégrale de t1 à t2 de v de t dt. Mais je sais que la vitesse, c'est la dérivée de la position, c'est la dérivée de x. Donc cette intégrale, elle est facile à calculer, c'est x de t pris entre t1 et t2. Du coup, par définition, ça fait 1 sur t2 moins t1 fois x de t2 moins x de t1, et c'est donc égal à x de t2 moins x de t1 sur t2 moins t1. Et autrement dit, c'est égal à la vitesse moyenne. Donc, ce qu'on voit sur cet exemple, c'est que la valeur moyenne de la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne. Donc, si vous calculez la valeur moyenne de ce que vous lisez sur le compteur seconde par seconde, donc ça vous fait une certaine fonction, si vous calculez cette valeur moyenne sur tout votre trajet, eh bien c'est la même chose que la vitesse moyenne que vous avez mis pour faire la distance parcourue. Des questions là-dessus? Ok. Alors, dernière propriété sur la notion de moyenne, ce qu'on appelle les inégalités de la moyenne. Donc, on prend une fonction f continue sur un intervalle AB. On suppose que notre fonction f est minorée par un nombre petit f et majorée par un nombre petit m, pardon, et majorée par un nombre grand M. Donc, on suppose que pour tout x entre a et b, en tout cas,
f de x est compris entre petit m et grand M. Alors, on va prouver que l'intégrale de a à b de f, c'est compris entre petit m fois b moins a et grand M fois b moins a. Alors, quel rapport avec la moyenne? Eh bien, simplement, je vais le redire après, hein, mais je vous le dis tout de suite pour vous expliquer pourquoi ça s'appelle les inégalités de la moyenne. Si vous supposez que b est strictement supérieur à a, vous divisez des deux côtés par b moins a, ça ne change pas le sens des inégalités parce que b moins a est positif, et là, vous allez vous retrouver avec 1 sur... Là, pardon. Ici, vous allez vous retrouver avec 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f. Ça, ce sera la valeur moyenne. Et ce sera donc compris entre petit m et grand M. Et donc, ça nous permet d'encadrer la valeur moyenne de f par petit m et grand M. Bon, je vais y revenir tout de suite après la démonstration de la propriété. Alors, la démonstration, elle est... Oui, alors, attention, ça n'est valable que si a est plus petit que b. Là, je me place sur un intervalle AB, donc je suppose a plus petit que b, sinon c'est faux. Alors, la démonstration, elle est très facile. Hein. Il suffit de dire f de x est compris entre petit m et grand M. Donc, par croissance de l'intégrale, je sais que je peux mettre des intégrales partout dans l'inégalité. L'inégalité va rester dans le même sens. Donc, l'intégrale de m fois dx, plus petit que l'intégrale de a à b de f fois dx, plus petit que l'intégrale de a à b de grand M dx. Sauf que ça, c'est facile à calculer, c'est des intégrales de fonctions constantes. Donc, c'est égal à gauche à m fois b moins a, et à droite à grand M fois b moins a. Et donc, j'obtiens exactement l'inégalité que j'avais annoncée. Alors, ces inégalités de la moyenne, dans le cas où j'ai une fonction qui est positive, ça s'interprète facilement graphiquement. Ça revient à dire que si vous avez une fonction f ici, qui est comprise toujours entre une valeur petit m et une valeur grand M, donc ça veut dire que la courbe de f est située entre la droite y égale petit m et y égale grand M. Si vous regardez l'aire sous la courbe, puisque là j'ai supposé que ma fonction est positive, donc l'intégrale c'est l'aire sous la courbe, donc c'est tout ce qui est en bleu, et bien cette aire sous la courbe, elle sera toujours plus grande que le rectangle qui a pour r petit m fois b moins a, donc le rectangle qui ici est hachuré, et elle sera plus petite que l'aire du grand rectangle gris. Alors le grand rectangle gris, il faut comprendre qu'il passe sous l'aire bleue, hein, donc le rectangle gris, c'est jusqu'à l'axe des abscisses en bas. Et ce grand rectangle gris, lui, il a pour R grand M fois b moins a. Donc ce qu'on vient de dire par les inégalités de la moyenne, c'est simplement que l'aire en bleu est comprise entre l'aire du rectangle hachuré et l'aire du rectangle gris. Bon, ça c'est plus ou moins ce qu'on a utilisé dans la démonstration du théorème fondamental mardi matin. Hein, vous vous souvenez, j'avais pris une fonction, puis je l'avais encadrée par des petits rectangles, un petit rectangle en dessus, un petit rectangle en dessous, et c'est grâce à ça qu'on avait démontré le théorème fondamental. Bon, ben en fait, sans le dire, à ce moment-là, j'ai exactement utilisé les inégalités de la moyenne. Alors là, donc, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Si je suppose que A est strictement plus petit que B, je divise par B moins A dans les inégalités de la moyenne, et j'obtiens exactement le fait que mu, la valeur moyenne, est comprise entre petit m et grand M. Alors ça aussi, si vous réfléchissez par rapport à l'analogie que j'ai fait avec les notes, la moyenne que vous avez dans votre trimestre, elle est toujours comprise entre la plus petite note que vous avez obtenue et la plus grande note que vous avez obtenue. Bon, ben c'est un peu la même idée ici. La valeur moyenne d'une fonction, c'est toujours comprise entre la plus petite valeur de cette fonction et la plus grande valeur de cette fonction. Donc c'est exactement ce que disent les inégalités de la moyenne. Des questions ? Pas de questions? Très bien. Alors, pour terminer, on va revenir sur des calculs d'air. Donc, si on refait un petit peu le fil de ce qu'on a vu depuis vendredi dernier, on a commencé par définir l'intégrale d'une fonction continue et positive comme étant l'aire sous la courbe. On a démontré le théorème fondamental qui reliait les intégrales et les primitives. Puis, on a défini l'intégrale d'une fonction quelconque, pas forcément positive, comme étant égale à grand f de b moins grand f de a. Et grâce à ça, on a su calculer des intégrales. Et donc, savoir calculer des intégrales, dans le cas d'une fonction positive, ça veut aussi dire savoir calculer des aires. Donc, on va pouvoir utiliser tout ce qu'on a vu pour faire des calculs d'aires. Alors, là, je vous ai remis
quelque chose qu'on a déjà vu, c'est ce par quoi on a commencé. Quand la fonction est continue et positive, on sait que l'intégrale, c'est l'air sous la courbe exprimé en unité d'air. Ça, c'est le tout premier truc qu'on avait dit la semaine dernière. Alors, exemple, je me place dans un repère orthogonal avec pour unité 1 cm en abscisse et 2 cm en ordonnée. Ça, c'est important, on va le réutiliser juste après. Je considère la fonction f qui est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de x égale 1 sur x au cube. Je me donne un nombre b strictement plus grand que 1 et on me demande de calculer l'aire A qui dépend de B, exprimé en centimètres carrés, de la partie du plan qui est délimitée par l'axe des abscisses, la courbe de f et les droites x égale 1, x égale b. Donc graphiquement, voilà la courbe de f ici. On se place entre 1 et un certain nombre b, et on me demande d'évaluer l'aire sous la courbe, l'aire en bleu ici, mais de l'évaluer en centimètres carrés, non pas en unité d'air. Et après, deuxième partie de la question, on me demande que se passe-t-il si on fait tendre b vers l'infini. Alors déjà, première partie de la question, donc comme f est une fonction continue et positive sur l'intervalle 1b, l'aire sous la courbe, pour l'instant exprimée en unité d'air, donc je ne réponds pas à la question pour l'instant, la question c'est de trouver l'aire en centimètres carrés. Pour l'instant, je la calcule en unité d'air. Je sais d'après mon cours que ça, c'est l'intégrale entre 1 et b de la fonction f. C'est la définition même de l'intégrale d'une fonction positive. Donc, ça c'est facile à calculer. 1 sur x puissance 3, ça fait partie de la famille des 1 sur x puissance n. Ça a pour primitive moins 1 sur n moins 1 fois 1 sur x puissance n moins 1. Ici, n c'est 3, donc ça donne comme primitive moins 1 sur 2x au carré, que j'évalue entre 1 et b. Donc ça fait la valeur en b, c'est-à-dire moins 1 sur 2b carré, moins la valeur en 1, donc moins 1 sur 2 fois 1 au carré. Et c'est donc finalement égal à 1,5 moins 1 sur 2b carré. Donc ça, c'est l'air exprimé en unité d'air. Alors maintenant, comment je passe en centimètres carrés? Eh bien, je sais que dans ma situation, l'unité en abscisse, c'est 1 cm, et l'unité en ordonnée, c'est 2 cm. Or, on avait dit que l'unité d'air, qu'est-ce que c'est? L'unité d'air, c'est l'aire d'un petit rectangle de côté 1 sur 1 en abscisse, 1 en ordonnée. Donc ici, 1 en abscisse, ça veut dire 1 cm, et 1 en ordonnée, ça veut dire 2 cm. Du coup, mon unité d'air ici, c'est 1 cm en abscisse fois 2 cm en ordonnée. Donc pour avoir l'air que je veux en centimètres carrés, il suffit de prendre l'air qui est ici en unité d'air et de la multiplier par 2 cm carrés. Donc ça va faire A de B égale 2 fois ce que j'ai trouvé au-dessus, c'est-à-dire 1 moins 1 sur B. Donc ça, c'est l'air exprimé en centimètres carrés de l'air sous la courbe. Alors maintenant, que se passe-t-il si on fait tendre B vers l'infini? Donc quand B va tendre vers l'infini, le terme en 1 sur B ici va tendre vers 0. Donc ça veut dire que cette aire va tendre vers 1. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Comment on peut interpréter la limite quand B tend vers l'infini de cette aire? Donc je vous rappelle, cette aire, c'était graphiquement l'aire sous la courbe entre 1 et B. Donc quand je vais faire tendre B vers l'infini, ça veut dire que je prends ma droite verticale, là, ici, et je la déplace infiniment loin sur l'axe des abscisses. Ça revient à calculer quoi? Eh bien, ça revient à calculer l'aire en centimètres carrés, évidemment, de la partie du plan qui est délimitée au-dessus par l'axe des abscisses, par la courbe, pardon, en dessous par l'axe des abscisses, à gauche par la droite x égale 1, mais par contre, qui n'est pas limitée à droite. C'est-à-dire que ici, là, mes deux courbes, elles ne se rencontrent pas, elles ne se touchent pas, elles se rapprochent, elles sont de plus en plus proches. L'axe des abscisses, c'est une asymptote horizontale à la courbe de f. Mais cette portion en bleu, là, elle continue comme ça indéfiniment. Et pourtant, l'aire de cette partie bleue, donc cette partie bleue, elle n'est pas limitée à droite, mais pour autant, son aire est fini. Et son aire est égal à 1. Donc c'est ce que m'exprime cette limite, c'est que l'aire de cette partie du plan, c'est égal à 1 cm².
Des questions là-dessus? Donc, ça, c'est un résultat qu'il faut garder dans un coin de la tête, qu'une partie du plan qui est limitée au-dessus, en dessous et à gauche, mais pas à droite, peut avoir une limite finie. Enfin, peut avoir une aire finie, même si elle n'est pas limitée ici, même si elle continue à s'étendre indéfiniment. Ça, on en aura besoin dans le prochain chapitre. Alors, ensuite, l'intégrale d'une fonction négative. Ça, on l'a dit hier. L'intégrale d'une fonction négative, ça s'interprète comme l'opposé d'une aire. Hein. Là, je vous ai remis le même schéma qu'hier. C'est-à-dire que l'intégrale de f, si f est négative entre a et b, c'est égal à moins l'aire au-dessus de la courbe. Et ça se voit en faisant la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Hein. Si je prends la fonction moins f, donc la fonction moins f, c'est la même fonction que f, mais symétrique par rapport à l'axe des abscisses, j'obtiens la même aire ici en bleu. Comme f est négative, moins f est positive. Donc l'intégrale de moins f, c'est l'aire sous la courbe. Mais l'aire sous la courbe, c'est la même que l'aire au-dessus de la courbe de f. Et de ça, on en déduit que l'intégrale de f, c'est égal à moins l'aire de d. Ça, on l'avait justifié en détail hier. Alors, la dernière chose qui nous reste à voir, et on aura terminé, c'est le calcul de l'aire entre deux courbes. Donc là, on a appris à faire l'aire sous la courbe, l'aire sur la courbe, et la dernière chose qu'on peut vous demander, c'est l'aire entre deux courbes. Donc là, je considère une fonction f, qui est représentée ici, une fonction g qui est représentée là, et je suppose que au moins sur l'intervalle AB, la fonction g est toujours supérieure à la fonction f. C'est-à-dire, d'un point de vue graphique, que la courbe de g se situe entièrement au-dessus de la courbe de f, au moins sur l'intervalle AB. Et ce que je vais chercher à calculer, c'est l'aire qui est compris entre les deux courbes. C'est-à-dire l'aire ici que j'ai colorée en bleu. Alors, on admet que cette aire, elle est égale à l'intégrale de a à b de g moins f. Vous faites l'intégrale de la courbe, de la fonction qui est au-dessus, moins la fonction qui est en dessous. Bon, ça, on admet ce résultat. Alors, un exemple d'utilisation. On considère cette fois-ci que le plan est muni d'un repère orthonormal d'unité de centimètre. On considère les courbes des fonctions sinus et cosinus. Et on nous demande de déterminer l'aire S exprimée en centimètres carrés de la partie du plan qui est située entre ces deux courbes sur l'intervalle 0 pi sur 4. Donc, schématiquement, vous avez votre repère orthonormé. Ici, j'ai tracé la courbe de la fonction sinus. Ici, j'ai tracé la courbe de la fonction cosinus. Et ce qu'on me demande, c'est de trouver l'aire entre les deux courbes, entre 0 et pi sur 4. Donc, c'est ici l'aire qui est en bleu. Alors, ce qu'on remarque graphiquement, c'est que la courbe de cosinus est au-dessus de la courbe de sinus entre 0 et pi sur 4. Bon, ça, c'est pas très difficile à justifier. Ça vient simplement du fait que sur 0 pi sur 4, on sait que le cosinus il est toujours plus grand que racine de 2 sur 2, parce que le cosinus entre 0 et pi sur 4, il est décroissant, donc sa plus petite valeur, c'est à la fin de l'intervalle, en pi sur 4, alors que le sinus, lui, il est croissant, donc au contraire, c'est sa plus grande valeur qui est à la fin de l'intervalle. Donc sur 0 pi sur 4, cosinus est toujours plus grand que racine de 2 sur 2, et sinus est toujours plus petit. Du coup, cosinus est toujours plus grand que sinus. Et donc, pour calculer l'aire entre les deux courbes, puisque cosinus est supérieur à sinus, je vais faire l'intégrale de cosinus moins sinus, entre 0 et pi sur 4. Alors, une primitive de ça, c'est facile à trouver. Primitive de cosinus, c'est sinus. Et primitive de moins sinus, c'est plus cosinus. Donc, ça me donne sinus plus cosinus entre 0 et pi sur 4. Ça fait donc sinus pi sur 4 plus cosinus pi sur 4, moins cosinus 0 plus sinus 0. Et donc, tout calcul fait, là, les deux ici sont égaux à racine de 2 sur 2. Ici, sinus 0 valant 0, cosinus 0 valant 1, il reste 1. Donc, finalement, ça fait racine de 2 moins 1. Ça, c'est l'aire exprimée en unité d'aire. Or, nous, on nous l'a demandé en centimètres carrés. Donc, encore une fois, il va falloir transformer les unités d'aire en centimètres carrés. Ici, une unité d'aire, ça va être l'aire d'un carré de côté 2 cm.
puisqu'on est dans un repère orthonormé, avec comme unité graphique 2 cm. Donc l'unité d'air, c'est 2 cm fois 2 cm, c'est-à-dire 4 cm². Et donc l'air sous la courbe en centimètres carrés, eh bien, il suffit de prendre l'air en unité d'air, qui est donné par l'intégrale, et de la multiplier par 4. Conclusion, S, c'est 4 fois racine de 2 moins 1 cm². Voilà. Donc, on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Non? Ok. Donc, je vais vous mettre comme chaque fois le diaporama plus l'équivalent en A4 sur le site. Je n'ai pas encore eu le temps de faire la correction des exercices. Je vais le faire soit ce soir, soit demain, et je vous le mettrai en ligne. Je vous mettrai le travail à faire pour les vacances. Donc, je mettrai juste des exercices à faire. On va faire des exercices sur les intégrales. Sachant que, voilà, comme je vous l'ai dit, puisque maintenant, on sait que les cours se termineront le 4 juillet, on a le temps, donc on ne va pas se précipiter, hein. On va y aller tranquillement, sachant qu'on espère reprendre les cours le plus tôt possible et que ce sera quand même mieux de faire tout ça en cours que de le faire à distance. Alors, y aura-t-il un DEM pendant les vacances? Franchement, je pense que non. Pourrez-vous mettre la correction du DM sur votre site? Oui, je vais le faire, merci. J'ai oublié de mettre l'interrogation écrite aussi. Hier, je voulais mettre une interrogation écrite, j'ai oublié. Donc, je vais mettre une interrogation écrite et la correction du DM sur la géométrie dans l'espace. Pendant les vacances, on prend des vacances, d'accord? Donc, je vous donne juste quelques exercices à faire et puis on recommencera tout ça à partir du 21. Hein. Enfin, la rentrée, c'est le lundi 20, mais bon, nous, on a cours le mardi, donc on se revoit le 21. Ben, Jeanne, sauf si vous avez cours demain, mais sinon, si vous n'avez pas cours demain, c'est les vacances aujourd'hui, oui. Voilà, donc après, en espérant qu'on puisse reprendre les cours en direct le plus tôt possible, mais j'ai peur que ce ne soit pas tout de suite, hein. Oui, Jeanne. Merci, Louise. Pendant les vacances, on était censé réviser le bac. Ouais, bah, ça n'a plus beaucoup d'intérêt maintenant. Oui, c'est des vraies vacances, sauf que c'est des vraies vacances que vous devez passer chez vous, quoi. Mais sinon, oui. Enfin, après, peut-être que d'autres professeurs vont vous donner du travail, mais... Il n'était pas machiavélique, Sophie. Il était un petit peu désespéré, mon rire. Moi aussi, je préférerais être dehors. Donc, ben voilà, écoutez, par contre, si jamais vous avez des questions pendant les vacances, j'y répondrai, vous m'envoyez un mail et je reste disponible, il n'y a pas de souci. Mais donc là, je vous mettrai plus rien sur le site à part ce soir ou demain pour les dernières choses. Et puis après, je recommencerai à mettre des choses à partir du 21. Et puis, ben, on verra si on fait une classe virtuelle ou pas à partir de la rentrée, je ne sais pas encore comment. Non, mais je ferai pas d'interro à la rentrée, enfin, je veux dire. Euh, on verra comment les choses se passent, mais voilà. J'espère qu'on va pouvoir reprendre les cours au mois de mai. Et puis, si on peut prendre les cours au mois de mai, on reprendra, on fera des cours. Et puis, une fois qu'on aura relancé la machine, on fera des interros. Mais on ne va pas commencer directement par des interros, hein.
Ouais, Diogo, faut faire du sport. Oui, mais c'est toi qui feras les diaporamas pendant que moi je ferai du sport?